Alors, je vais donc intervenir sur ce sujet un petit peu plus théorique par rapport à ce que l'on a vu au début, avec le commencement de cette demi-journée, sur un sujet un peu, comme vient d'introduire Antonio, un peu plus sur effectivement le versant de l'épidémie, du VIH, le versant du soin, de la prévention. Et donc, pour vous présenter le lien avec les droits sexuels et discuter autour des droits sexuels et du VIH. Les progrès accomplis pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 dans le cadre des objectifs du développement durable eh bien, sont extrêmement inégaux. Et les objectifs mondiaux, vous le savez, pour 2020, eh bien, ils n'ont pas été atteints. La stigmatisation et la discrimination, la marginalisation, la criminalisation de communautés entières, ainsi que le manque d'accès à la santé, à l'éducation et aux autres services essentiels continuent d'alimenter l'épidémie. De manière générale, les femmes et les filles, notamment en Afrique subsaharienne, et les populations clés, les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs et les travailleuses du sexe, les personnes transgenres, les personnes qui s'injectent des drogues, les populations carcérales, ainsi que leurs partenaires, eh bien, continuent de subir de manière disproportionnée l'épidémie de VIH. La nouvelle stratégie mondiale contre le sida 2021-2026 de l'ONU-SIDA souligne l'urgence d'autonomiser la jeunesse, et on en a parlé ce matin, pour qu'elle construise aujourd'hui et dirige demain la riposte au VIH pour elle-même et ses communautés. Alors il faut quand même souligner les progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre le VIH, qui sont par ailleurs menacés par les perturbations causées par la pandémie de Covid-19. Les chiffres, vous le voyez, concernant le VIH montrent que l'épidémie est toujours très présente. Les indicateurs nous renseignent effectivement sur des chiffres extrêmement actuels, avec tout de même cette notion aussi d'accès à la thérapie, d'accès aux soins, et puis malheureusement effectivement des décès toujours causés à la suite des maladies liées au sida depuis le début de la pandémie. Alors le combat contre le VIH, eh bien, n'est-il pas le combat pour les droits humains ? Dans le contexte du sida, la santé publique nous a appris que la discrimination envers les personnes séropositives ou atteintes du sida est contre-productive. Comme l'affirmait Jonathan Mann, médecin de santé publique, à l'origine de ce schéma, la discrimination sous toutes ses formes et les autres violations des droits de la personne comme la dignité peuvent être considérées comme des forces pathogénétiques primaires. Et on voit qu'il est possible d'agir sur l'efficacité d'une stratégie de santé publique sans le modifier par ailleurs, simplement en introduisant dans le programme des éléments relatifs aux droits humains. Par exemple, une éducation à la sexualité basée notamment sur l'égalité, le respect des orientations et du consentement, eh bien, cette politique va contribuer au bon développement notamment des adolescents en bonne santé, mais également au développement de comportements sexuels qui vont être responsables, ce qui va agir positivement sur les indicateurs, comme par exemple la réduction du niveau des comportements à risque. Ainsi, aujourd'hui, c'est couramment admis dans les stratégies, le respect, la protection, que ce soit au niveau national ou international, la protection, le respect et la promotion des droits humains, permettent d'augmenter les bons résultats et les indicateurs en matière de santé sexuelle et plus généralement en matière de santé globalement. Alors, les droits de la personne, elle interroge les conditions sociétales essentielles au bien-être à travers ce que les États ne devraient pas faire, comme discriminer, dénier l'égalité devant la loi, interférer avec la liberté de circulation ou d'association, violer la vie privée ou dénier l'activité politique. Et ce que les États devraient assurer à tous, comme l'éducation de base, la sécurité sociale, l'accès aux soins. Dans le domaine qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, une approche intégrée de la santé et des droits humains, essentielle
pour veiller à la dignité et au bien-être des personnes vivant avec le VIH, eh bien, comprend le droit au meilleur état de santé qu'il est possible d'atteindre, le droit à la vie et à l'intégrité physique, y compris le droit de ne pas subir d'actes de violence, le droit à l'égalité et à la non-discrimination, bien évidemment fondée sur le sexe, et le droit de ne pas subir de torture ou de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. La déclinaison des droits humains dans le domaine du VIH, eh bien, cette application des droits humains, bien sûr, elle doit être présente dans les programmes de lutte contre le VIH et les IST, et elle bénéficie bien évidemment aux personnes qui vivent avec le VIH. Ainsi, par exemple, en déclinant les droits humains les plus classiques, comme le droit à la vie, eh bien, cela permet de revendiquer un accès au traitement contre le VIH et les IST. Le droit à la vie privée eh bien, permet de garantir la confidentialité du statut du VIH et le refus des dépistages obligatoires. Le droit au mariage et à la famille condamne les pratiques de stérilisation forcée ou bien encore l'exigence de certificats de non-infection. Le droit de jouir du meilleur état de santé permet d'accéder à la prévention, au traitement et aux services de soins. Le droit à l'information sur son état de santé eh bien, doit garantir un accès au dépistage et à l'information sur les traitements. Le droit à l'éducation doit permettre à la population de recevoir des informations et une éducation sur le VIH et les IST. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, ce sont des exemples. Plus précisément, les services d'information, de dépistage et de prise en charge du VIH et des IST doivent être disponibles, accessibles, de qualité et respectueux de la vie privée et de la confidentialité, tout en privilégiant la participation et la responsabilité des usagers. Bien évidemment, une attention toute particulière doit être portée sur les populations marginalisées et à risque. Les prises en charge, bien évidemment, doivent être, comme on l'a vu tout à l'heure, exemptes de discrimination. L'enjeu des droits sexuels dans la mise en œuvre des ODD. Alors, l'un des piliers des 17 objectifs du développement durable et de la riposte au sida consiste à n'oublier personne. Impossible, en effet, de mettre fin à l'épidémie sans s'attaquer aux facteurs de santé et de vulnérabilité et sans répondre aux besoins des personnes concernées et vivant avec le VIH. Ces dernières font souvent partie de communautés fragiles et leur existence est marquée par les discriminations, les inégalités et l'instabilité. Il devient alors important d'axer en priorité les efforts et de développement durable sur leurs préoccupations. Les objectifs du développement durable établissent une protection contre toutes les formes de violence, de coercition et de discrimination comme un droit universel. Toute personne est alors en droit de vivre une vie sans danger et d'exercer les droits les plus intimes. Alors que les ODD ne mentionnent pas directement les droits sexuels en tant que tels, ils sont inclus dans certains objectifs et cibles, l'accès à des services de santé reproductive notamment et l'éducation à la sexualité. S'agissant de l'objectif numéro 3, garantir la bonne santé, en effet, l'absence de couverture universelle de santé, notamment de services de santé sexuelle, eh bien, restreint l'accès, on le sait, à la prévention et au traitement du VIH. Une couverture universelle de santé tenant compte du VIH peut jouer un rôle capital dans la promotion de l'égalité dans le domaine de la santé. L'intégration de services respectueux des droits fondamentaux en matière de santé sexuelle peut améliorer globalement les résultats de santé. L'ODD 3 inclut la promesse que les États membres mettent fin au sida d'ici 2030 et c'est l'objectif qui est fixé. L'objectif 4, garantir une éducation de qualité, eh bien, on le sait également que la majorité des jeunes n'ont pas forcément de connaissances précises et complètes sur les VIH ou les infections sexuellement transmissibles. Les maladies d'ailleurs associées au VIH, de même que la stigmatisation et la discrimination à l'école, font obstacle à la fréquentation scolaire et à l'apprentissage. Une éducation sexuelle complète et de qualité autonomise les jeunes en les dotant de connaissances et de compétences dont ils ont besoin pour prendre des décisions alors responsables et éclairées sur leur santé, pour renforcer leur confiance et pour changer les attitudes dangereuses ainsi que les normes sociales et entre les sexes. Parvenir à l'égalité entre les sexes et autonomiser les femmes
et les filles, les inégalités entre les sexes, la discrimination, la violence, les pratiques néfastes nuisent aux femmes et aux filles ainsi qu'aux hommes et aux garçons, tout en augmentant de manière corrélative les risques et l'impact du VIH. Le VIH est la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer, et les femmes vivant avec le VIH font souvent face à une violence accrue. Les stigmatisations, la discrimination à l'égard des femmes qui s'injectent des drogues, ainsi que les violences et les abus basés sur le genre, augmentent leur risque de contracter le VIH ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Les programmes liés au VIH visant à transformer les aspects relatifs au genre et qui incluent les hommes peuvent réduire la violence et autonomiser les femmes. L'intégration de services respectueux des droits fondamentaux liés au VIH ainsi qu'à la santé sexuelle et reproductive améliore quant à elle l'observance des traitements et leur impact. Objectif 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Alors les inégalités de revenus vont de pair, bien évidemment, vont de pair avec une forte prévalence du VIH. Le virus touche en effet plus fortement les communautés exclues et démunies. Là encore, la stigmatisation, la discrimination à l'égard des populations clés augmente la prévalence du VIH parmi ces groupes et limite leur accès aux soins de santé et au logement notamment. Hop. Voilà. Et enfin, le dernier objectif que j'ai retenu, promouvoir la paix et assurer l'accès de tous à la justice, parce que l'accès à la justice, c'est aussi bien évidemment l'accès aux droits, c'est la protection contre la discrimination, c'est savoir comment mettre en œuvre ces grandes notions, ces droits humains, comment les mettre en œuvre. Si on n'a pas accès à la justice, c'est impossible. Et la protection contre la discrimination ainsi que les services juridiques, la connaissance des droits, l'accès à la justice et la protection internationale permettent aux personnes de revendiquer leurs droits et d'améliorer leur accès aux services liés au VIH. Nous avons vu donc ces objectifs et la politique au niveau international. Qu'en est-il au niveau national? Donc, quid des droits sexuels dans la politique nationale de santé sexuelle au niveau national en France? Eh bien, il n'y a pas de référence expresse aux droits sexuels ou aux droits humains dans la stratégie elle-même. Elle se référence des objectifs du développement durable, mais elle ne cite pas expressément les droits humains ou les droits sexuels. Et pourtant, elles font référence à certains des droits humains que l'on a vus précédemment, comme l'information en santé sexuelle, la formation, l'éducation, l'accès aux soins sans discrimination, l'accès aux droits en général sont mis en avant. Donc ce sont bien des droits humains qui sont déclinés dans cette stratégie de santé nationale, même si elles ne sont pas expressément citées de cette façon-là. Vous avez ici la feuille de route qui reprend la stratégie nationale. Voilà les quelques propos que je voulais échanger avec vous. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ça? Eh bien que la promotion, la protection des droits de la personne et la promotion et la protection de la santé sont indissociables, afin d'améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et la qualité de vie nécessaire à une bonne santé sexuelle. Sans respect du droit humain, vous l'avez compris, la santé sexuelle ne peut pas être garantie. Et enfin et surtout, l'éducation incluant les principes des droits humains, couplée à un accès à des services adaptés aux jeunes, semble être l'outil le plus puissant pour mettre fin au sida comme menace de santé publique et donner des droits aux nouvelles générations. Merci pour votre écoute.